Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Nous sommes arrivés au 126e sitrep, nous sommes le 2 février 2019. Une légère baisse de la tension sur le front ne doit pas être interprétée comme une détente suffisante pour se relâcher, je dirais, de son attention. Non, surtout vu le retour de certaines troupes sur le front, oui, qui avaient été délogées de là depuis un bon moment, qui sont parmi les plus radicales, je vais revenir dessus. Et de l'artillerie lourde. Et de l'artillerie lourde qui est de nouveau sortie des zones de stockage comme enregistré par l'OSCE, donc on va revenir là-dessus aussi. Du 26 janvier au 1er février 2019, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 100 reprises, donc on est un petit peu moins que la semaine dernière, mais enfin c'est pas transcendantal non plus, durant lesquelles elle a tiré 72 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc là on est en légère hausse par rapport à la semaine dernière. Bon, petit point positif par contre, c'est qu'on n'a pas eu de nouveau des tirs de chars d'assaut. Voilà. Par contre, si on rajoute donc les munitions de véhicules de combat d'infanterie, lance-roquettes, système de défense anti-aérien, lance-grenades et armes légères, on arrive à un total de 574 munitions. Donc on est quand même à 40% de moins que la semaine dernière. Ces tirs ont touché 17 localités de la République. Il faut y rajouter les 14 violations et 55 munitions, dont 7 obus de mortier de 82 mm, qui ont été tirés par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures. Le bilan humain est pas terrible, par contre. Oui. Parce qu'on a quand même eu cette semaine 2 soldats de l'RPD qui sont morts, plus 1 durant les dernières 24 heures, là où je me trouvais, puisqu'en fait, ceux qui me suivent ont dû remarquer qu'il y a eu une petite interruption des articles, des publications, parce que j'étais tout simplement dans le sud, en Sakhanka, pour voir un peu la situation. C'était relativement calme, sauf hier soir, où ils ont tiré sur Leninskoye, enfin sur les positions qui sont à côté de Leninskoye, et il y a eu un soldat qui est mort. Voilà, c'est un petit jeune de 28 ans qui est mort dans la tranchée, quoi. Voilà. C'était la bonne ambiance, encore. Oui. Donc, ça nous fait trois morts. On a eu un blessé aussi et 3 habitations qui ont été endommagées, auxquelles il faut en rajouter 4 qui ont été endommagées durant les dernières 24 heures à Staro-Mikhailovka. Bon. C'est triste et affligeant. C'est quand même pas terrible le bilan, quoi. Les forces armées ukrainiennes ont aussi visé à 2 reprises la station de pompage de Vassilievka, heureusement sans faire de victimes ni de dégâts graves. Les employés se sont très vite réfugiés à l'abri anti-bombardement, ils ont l'habitude maintenant. Peut-être que le nombre de victimes est très réduit du fait justement de la réaction intelligente et rapide. C'est ça, ils ont l'habitude, donc maintenant, dès qu'ils commencent à tirer, ils vont se mettre à l'abri. Comme je le disais, l'OSCE continue d'enregistrer l'absence d'armes lourdes des zones de stockage où elles devraient se trouver côté ukrainien et leur présence près de la ligne de front où elles ne devraient pas se trouver, par contre. Alors là, on a vraiment 2 listes complètement différentes. Donc la première, c'est ce qui a été noté comme absent des zones de stockage. Là, on a 63 pièces, 45 obus tractés MSTAB 152 mm. Et 18 obus tractés Jetsil B de 152 mm aussi qui sont portés absents. Là, c'est violent, c'est violent, là. C'est très, très Alors, ce qui est très inquiétant, c'est que ceux-là, on les voit pas dans la deuxième liste, qui est celle des armes qui ont été notées près de la ligne de front. Là, je rappelle de nouveau en violation des accords de Minsk, à savoir 20 obusiers automoteurs Gvozdika 122 mm, 8 lance-roquettes multiples grades et 11 mortiers automoteurs Nona S de 120 mm. Donc, ça veut dire qu'on a 63 pièces d'artillerie de 152 mm qui se trimballent dans la nature. Puis pas des petites unités, C'est pas des petites unités et qui, donc, pour l'instant, sont pas encore sur le front, mais qui pourraient très bien y être amenés dans un avenir qui reste à définir. Voilà, je veux dire, la plupart des armes qui sont notées absentes côté DNR et LNR, ce sont des armes qui sont sur polygone pour des entraînements. Donc, c'est pas le cas côté ukrainien. C'est pas des armes qui sont notées comme étant sur polygone. Donc, elles sont où? C'est la très grande question. Voilà. En tout cas, l'état de l'armée ukrainienne ne s'arrange pas. Rien que pour le mois de janvier 2019, 12 cas d'automutilation ont été enregistrés parmi les soldats des forces armées ukrainiennes. Pour 2018, le total des pertes hors combat se monte à 374 soldats ukrainiens. Première cause de mortalité, bon, sans surprise, c'est l'alcoolisme. Suivi du suicide,
avec quand même 94 suicides en 2018, dont 7 qui en réalité ne sont pas des suicides, 7 qui sont en fait des meurtres par leurs camarades, qui ensuite sont déguisés par les officiers en suicides. Ouais, je me demande d'ailleurs si l'alcoolisme ne fait pas partie des suicides, justement. Non. Toxicomanie, bizutage, humiliation, harcèlement qui dégénère, hein, comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises, en règlement de compte à hockey choral, les armes à la main, et enfin les violations des règles de sécurité. Bien sûr, les officiers ukrainiens essayent de faire passer ces morts pour des morts au combat, hein, en disant qu'ils sont morts lors de bombardements d'RPD et d'RPL, mais sauf qu'ils n'existent pas. Résultat, entre ces morts, la fuite massive des soldats ukrainiens qui désertent ou ne renouvellent pas leur contrat et ceux qui ne veulent pas en signer. Les rangs de l'armée ukrainienne sont décimés, ce qui explique peut-être le retour sur le front du régiment Azov, annoncé en grande pompe par les médias ukrainiens, dont l'agence de propagande officielle Ounian, qui ne précise pas où ils vont être déployés, mais bon, je pense que quand on va recommencer à voir des trucs comme la Staromykhailovka, le tir sur la zone civile, je pense que ce serait bien de voir si ce serait pas dans le coin, quoi. Sommes-nous obligés de rappeler que Azov est un bataillon néo-nazi? Un bataillon néo-nazi qui fait désormais partie de la garde nationale ukrainienne. Ah, c'est merveilleux, ça y a aucun doute là-dessus. Hein. Ouais, c'est merveilleux. En tout cas, je vais revenir sur un dossier qu'on avait abordé il y a très petit trip en arrière, hein. 2 trip en arrière, si mes souvenirs sont exacts. On avait parlé de ce rapport de la MSS de l'OSCE du 15 janvier 2019, qui mentionnait la détection de 2 engins explosifs installés par l'armée ukrainienne sur les portes d'une vanne du réservoir de Mironovski, près de la République populaire de Lugansk, avec, semble-t-il, comme plan prévu de la faire sauter pour inonder une partie du territoire de la RPL. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui des fois dans les commentaires me disent mais à quoi ça sert de médiatiser tel plan, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça peut bien y changer. Et ben je vais vous expliquer à quoi ça sert. Ça sert à leur faire changer leur plan. Ou leur faire annuler. Ou leur faire annuler, puisque l'OSCE vient de rapporter que les 2 boîtes contenant les explosifs qui avaient été remarquées le 14 janvier, et ben, à peine 8 jours après le rapport de l'OSCE et la publication dans les médias, non seulement russes, mais aussi en langue occidentale, comme notre site, comme Donbass Insider, parce qu'on avait publié l'information en anglais et en français, ben, ça semble avoir eu quand même un petit impact. Oui, absolument. Voilà, puisque la MSS est retournée sur place et a observé que les 2 boîtes carrées en bois vert foncé, je reprends leur terme exact, et les fils de connexion qui se trouvaient sur les portes métalliques d'une vanne du côté nord du réservoir Mironovski et près d'un poste de contrôle des forces armées ukrainiennes près de Roti, n'étaient plus là. Un soldat non armé a déclaré à la MSS que les caisses avaient été enlevées par les forces armées ukrainiennes le 23 janvier. Voilà, donc quand il y en a qui me disent que ça sert à rien, qu'à chaque fois on passe pour des cons quand on divulgue des plans qui finalement se réalisent pas, et ben ça vous montre que ça marche, ça a une utilité de faire ça. Ça a une utilité, ça montre l'influence du 4e pouvoir que sont les médias et l'importance de divulguer ce type de plan que je peux que qualifier de terroriste. Oui. Franchement, se ridiculiser juste une fois pour tenter d'empêcher un massacre, moi je crois que ça vaut le coup, parce que si au final... Ça vaut carrément le coup, ça montre aussi d'ailleurs que la mission de surveillance de l'OSCE dans le Donbass peut et doit jouer un rôle important dans la prévention des crimes de guerre de l'armée ukrainienne, quand elle fait correctement son travail et qu'elle publie dans ses rapports les violations des accords de Minsk et de la Convention de Genève qui sont commises par les forces armées ukrainiennes. Sans ces rapports de l'OSCE, bien des médias dont nous ne peuvent être mis au courant de certains de ces faits graves, puisque bon... Pour rappel, je ne peux pas me rendre en Ukraine puisque je suis fiché comme ennemi de l'Ukraine sur le site Mirodvorets. Oui. Donc voilà, typiquement, c'est le genre d'infos sur lesquelles l'OSCE est important. Ça serait bien d'ailleurs qu'ils communiquent un peu plus quand ils vous découvrent des trucs aussi graves. Parce que je trouve qu'ils ont été quand même très discrets. Ils l'ont mis dans leur rapport, d'accord, mais ça serait bien de faire... Je les vois souvent gueuler de manière assez médiatique dès qu'ils sont empêchés de se rendre quelque part d'un autre côté. J'aimerais bien que quand il y a des trucs comme ça, qu'ils fassent le même genre d'hystérie qui est médiatique, tu vois, parce que bon, c'est autrement plus grave que le fait qu'ils étaient empêchés de passer parce qu'il y avait des mines sur la route, quoi, tu vois. Puis là, ils sauvent des vies, là, au moins.
Là, ils sauvent des vies. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que tous ces plans de type terroriste, pour marcher, faut que ça reste secret. Hein. Comme je le dis souvent, le silence est le meilleur ami des criminels et des terroristes, qu'ils soient gouvernementaux ou non. Voilà. Ça doit être des salopards, si tu veux, ils veulent pas être confrontés à leur propre saloperie. Hein. Voilà, donc si tu divulgues le truc à l'avance, ça plombe complètement l'effet de surprise dont ils ont besoin. Donc c'est pour ça que c'est important que les médias jouent leur rôle et prennent le risque d'annoncer des crimes qui finalement n'auront pas lieu, justement pour éviter qu'ils se réalisent. Voilà, ce qui s'est passé au réservoir de Mironovski permet de voir de manière concrète que ce n'est pas parce que le crime annoncé n'a pas eu lieu qu'il n'était pas dans les cartons, parce que bon, ils n'ont pas posé des explosifs sur cette porte de vanne juste pour faire de la décoration. Hein. Ah bah non. Hein, voilà. Je pense que c'était une preuve des plus suffisantes que les soldats ukrainiens planifiaient bien de la faire sauter avec toutes les conséquences humaines et environnementales que ça aurait eu. Donc quand on vous annonce qu'il y a des risques d'offensives, de false flags, d'attentats dans des usines chimiques, etc., et que ça n'a pas lieu, non, c'est pas qu'on vous balance de la fake news, c'est que tout simplement le fait qu'on ait divulgué publiquement ces plans, et entre autres à destination du public occidental dans des langues comme l'anglais et le français, ça a son importance et ça peut faire pencher la balance pour soit postposer, soit annuler ces plans foireux. Oui, parce que ces criminels-là, ils veulent pas ensuite être obligés de faire face à leurs crimes. Donc ils veulent que ça reste secret. Oui, parce que là, une fois que tu as révélé qu'il y avait des explosifs, si après le truc il pète, là, pour accuser la RPL, ça allait être compliqué quand même. Oui, et puis les coupables auraient été poursuivis. Donc ils veulent que ça reste secret. C'est pour ça qu'il faut dénoncer absolument tout ça. Et puis méthode terroriste toujours, les forces de l'ordre de la République populaire de Donetsk ont arrêté cette semaine 3 hommes soupçonnés d'avoir commis une série d'actes terroristes et de sabotage sur le territoire de la République pour le compte du SBU. Il s'agit de Yuri Ivanov, Andrei Garius et Stanislav Surovtsev qui ont été recrutés, semble-t-il, par des agents du SBU. Ivanov aurait suivi une formation spéciale pour commettre des actes de sabotage et de terrorisme dans une base qui se trouve dans la région de Nikolaïev, une formation qui se serait déroulée dans le plus grand secret. C'est ce qui a été déclaré par le Centre des relations publiques du ministère de l'Intérieur de la RPD. Selon les enquêteurs, Surovtsev et Garius ont aidé Ivanov à préparer et commettre des sabotages sur des infrastructures et des équipements vitaux de la République. Au cours de la perquisition sur le lieu de résidence de l'un des accusés, plus de 40 kilos d'explosifs, de moyens de dynamitage, de dispositifs de transmission et de réception de signaux radio à distance, de batteries et d'autres éléments d'explosifs industriels et artisanaux ont été saisis. On montrera des charmantes petites photos du matériel. C'est bien fourni. Hein. Ils étaient bien équipés quand même. Pour information, plusieurs procédures pénales ont été engagées contre les accusés. S'ils sont reconnus coupables par le tribunal, ils risquent la peine de mort. Voilà. On rigole pas, nous, ici, que les terroristes, on les rapatrie pas. Nous. Ça peut être pas la France. Oui. C'est moins l'information qu'en France, on va rapatrier 130 djihadistes. Je peux faire une parenthèse pour expliquer pourquoi ils veulent absolument les rapatrier. Il suffit de lire les 2 tomes du livre 56 de Jean-Louis Zambert pour comprendre qu'en fait, il y a une collusion. J'en dirai pas plus. De toute façon, les arguments qui sont avancés pour rapatrier ces gens-là, oui, mais ils sont avant tout français. Excuse-moi. Ces mecs, pour certains, si je me souviens bien, ont brûlé leur passeport français devant les caméras de télé en disant qu'ils reniaient la France. Très bien. Allez purger votre peine en Syrie, quoi. Je veux dire, vous avez commis des crimes là-bas, vous êtes jugés là-bas, quoi. Enfin, je veux dire, absolument. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Enfin, ça, vraiment, moi, ça me choque. Mais bon, on n'est plus à ça près avec le gouvernement français. Si on parle des accords de Minsk et de l'OSCE, ils nous ont fait quand même une belle boulette. Il y a une déclaration de Martin Sajdik, donc le représentant spécial de l'OSCE au sein des groupes de contact à Minsk, qui nous a balancé le 24 janvier 2019 une proposition d'envoyer des casques bleus dans le Donbass et d'installer une administration temporaire de l'ONU dans la région. Le tout dans une interview pour un magazine autrichien qui s'appelle Kleine Zeitung. Alors, je rappelle que ce vieux serpent de mer, parce que cette histoire, ça fait quand même bien plus d'1 an et demi qu'on nous gave avec ce plan foireux. Absolument. Je rappelle qu'il a été déjà largement évoqué, commenté, analysé, refusé par les 2 républiques populaires. Donc je comprends pas bien à quoi joue Martin Sajdik. C'est parce qu'il nous a ressorti en fait le plan de Kiev.
avec une administration de transition de l'ONU dans les territoires qui ne sont pas sous le contrôle de Kiev, avec pouvoir militaire mais aussi de maintien de l'ordre. Donc on revient à la fameuse super force de plusieurs dizaines de milliers de soldats et de policiers parmi les casques bleus que Kiev avait sorti de son chapeau et qui colle pas du tout à la proposition russe qui avait été faite par Poutine, qui était juste d'avoir quelques casques bleus qui aident à assurer la sécurité des observateurs de l'OSCE sur la ligne de front. Rien à voir. Non, parce qu'il y en a qui m'ont sorti la proposition de Poutine en mode « Mais Poutine, pourtant, elle est poussée par des casques bleus. » Oui, mais faut regarder un petit peu les modalités, oui. Les modalités sont pas du tout les mêmes. Voilà. En plus, il en a rajouté une bonne couche en racontant que ça serait peut-être bien d'utiliser l'expérience acquise dans les Balkans pour l'appliquer dans le Donbass. Oh là là, le cynisme. Il peut pas ignorer ça. Soit il est con, soit il est cynique, mais il n'y a pas d'autre option. Je suis désolé pour M. Sajdik, mais là, je vois pas d'autre option. Soit le mec a le QI d'une huître, soit il sait parfaitement ce qu'il raconte, et c'est une bonne grosse provocation. Il a d'ailleurs déclaré que ce plan avait été proposé lors du Conseil des ministres de l'OSCE donc en décembre 2018. Bon, je vous fais pas le suspense, la réponse de Donetsk et de Lugansk a été pas piqué des hannetons, à commencer par Natalia Nekonorova, la ministre des Affaires étrangères de l'RPD et négociatrice à Minsk, qui a rappelé que Donetsk était toujours contre ce plan foireux qui revient régulièrement sur la table, que l'OSCE avait signé les accords de Minsk et qu'une telle proposition remet en cause l'efficacité de l'organisation et revient à saboter Minsk 2. Voilà. Elle en a d'ailleurs conclu en appelant M. Sajdik à ne pas mettre en péril sa réputation professionnelle en sapant tous les efforts des partis pour mettre en œuvre les accords de Minsk. Ouais. Je trouve qu'elle a encore été diplomatique. Vladislav Deneygo, le ministre des Affaires étrangères de la RPL, a été encore moins tendre. Parce que pour lui, la déclaration de Sajdik selon laquelle il y a des choses qui sont pas très claires dans les accords de Minsk montre l'attitude irresponsable du représentant de l'OSCE, dont le rôle de coordinateur au sein des groupes de contact à Minsk est justement de créer les conditions d'un dialogue constructif entre les parties du conflit dans le Donbass et de faciliter la mise en œuvre de leurs obligations inscrites dans ces mêmes accords. Voilà. Et de rappeler, comme son homologue de la RPD, que le paquet de mesures des accords de Minsk signé donc le 12 février 2015 mentionnait pourtant des étapes très claires qui ont d'ailleurs été validées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc je le rappelle, mise en place d'un cessez-le-feu immédiat et total, le retrait des armes lourdes, la création d'une zone démilitarisée, la discussion des modalités pour recommencer le versement par Kiev des retraites et des allocations sociales pour les habitants de l'RPD et de l'RPL, ainsi qu'une réforme constitutionnelle visant à instaurer une profonde décentralisation de l'Ukraine, qui permettrait au Donbass de garder ses propres détachements de la milice populaire, le droit de garder sa langue, le russe, une coopération transfrontalière avec la Fédération de Russie et une participation du Donbass dans la désignation des procureurs et des juges qui officieront sur son territoire. S'il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas clair pour M. Sajdik, je pense qu'il ferait mieux de changer de boulot. Parce que c'est quand même clair comme de l'eau de roche. Il a besoin d'une bonne paire de lunettes et un sonotone peut-être. Ouais, ça doit être ça, ouais. Il faudrait qu'on refasse une bonne grosse promotion chez les opticiens à Donetsk pour offrir des lunettes à pas cher à M. Sajdik. Surtout que, comme l'a rappelé quand même Vladislav Deneygo, le statut spécial pour le Donbass, qui devait être élaboré avec les RPD et les RPL, et pas l'espèce de simili-statut temporaire qui avait été adopté par la Rada pour faire semblant, et qui devait être adopté avant fin 2015, n'est toujours pas mis en œuvre alors que nous sommes en 2019. Voilà. Je pense que... beaucoup de questions à se poser sur le fait que là, la déclaration de Sajdik revenait à faire le jeu du parti de la guerre en Ukraine. En Russie aussi, d'ailleurs, la déclaration de Martin Sajdik a posé question. Oui. J'ai cité que Chesnakov, mais c'est pas le seul. L'envoyé russe à l'OSCE a aussi déclaré que c'était du grand n'importe quoi. Donc là, je vais citer surtout donc Alexei Chesnakov, qui est quand même politologue, directeur du Centre de conjoncture politique, c'est pas la première fois que je le cite, qui s'est dit quand même très perplexe devant la proposition de Martin Sajdik, il n'est pas le seul. Il a dit « J'ai lu attentivement les propositions de M. Sajdik et ses commentaires. Je ne pense pas que quiconque puisse voir clairement la valeur politique et concrète du document, ni la raison pour laquelle il est apparu à ce moment précis. Peut-être que ce n'est pas clair pour M. Sajdik lui-même, car d'une part, il dit que la mise en œuvre de ces propositions nécessiterait une résolution des 4 pays du format Normandie, dont je rappelle France, Allemagne, Ukraine, Russie, approuvée par leur Parlement. D'autre part, dans certaines phrases, il note qu'aucune réaction officielle n'est venue des représentants du format Normandie et qu'une telle réaction n'était pas nécessaire après tout. Il dit c'est une déclaration plutôt peu banale pour un diplomate et cela rend toute discussion sérieuse impossible, parce que il dit tout et son contraire d'une phrase à l'autre.
Il a même ajouté d'ailleurs Chesnakov que Sajdik semble même être conscient du côté irréaliste de son plan, hein, parce qu'il explique que ses efforts visent surtout à montrer qu'il y a une possibilité d'avancer. En gros, il brasse du vent pour justifier son poste, ce monsieur. Et il a quand même terminé en soulignant les incohérences de l'OSCE, en rappelant qu'avant de proposer des plans B, l'organisation prévoit d'inciter pour appliquer le plan A dont elle est garante, et surtout protester plus vigoureusement quand les autorités ukrainiennes se dérobent manifestement à leurs obligations. Il a dit « Je voudrais rappeler que le président Poroshenko a récemment déclaré publiquement qu'il n'y aurait pas de statut spécial pour le Donbass. Pourquoi l'OSCE ne dit rien à ce sujet? Il vaut mieux maintenant ne pas se laisser aller à de nouvelles idées, mais ne ménager aucun effort pour mettre en œuvre ce qui est écrit dans les accords de Minsk. Sinon, deux conclusions me viennent à l'esprit. Premièrement, le représentant de l'OSCE doute de l'efficacité de sa propre organisation. Et deuxièmement, la personne chargée de la mise en œuvre des accords de Minsk cherche à désavouer ces mêmes accords. » Bon, moi je rejoins complètement la position de Chesnakov, hein. J'ai la même analyse que lui. Quand on lit la déclaration de Sajdik, on se demande s'il est volontairement complice ou si c'est juste un idiot utile qui vient d'offrir à Kiev une énième occasion de se jeter sur ce plan B irréalisable pour éviter d'avoir appliqué le plan A qu'elles ont signé. Parce que l'envoi de casque bleu dans le Donbass, c'est comme un vieux serpent de mer qui refait surface depuis 3-4 mois avec toujours la même réponse, pourtant claire et simple, hein, de la part des RPD et de la RPL, c'est non, non, non et non. Voilà, et je rappelle qu'aucune mission de casque bleu ne peut être déployée sans l'accord des deux parties. Donc si les RPD et les RPL te disent niet, c'est même pas la peine de reposer le truc sur le tapis. C'est du débilisme, comme disent les Russes. Hein. En plus, comme je l'ai dit, mentionner comme Sajdik l'a fait l'expérience dans les Balkans comme source d'inspiration pour le Donbass, c'est au mieux un choix des plus malheureux. Oui. Au pire, c'est délibérément provocateur quand même. Parce que je rappelle que les politiciens et officiels ukrainiens ont évoqué à plusieurs reprises l'idée d'appliquer la solution croate dans le Donbass, c'est-à-dire en clair de procéder à une petite purification ethnique. Hein et que ces mêmes génocides et purifications ethniques qui ont eu lieu dans les Balkans ont compromis pour longtemps aussi bien l'ONU que ses casques bleus. Que les autorités et la population de l'RPD et de l'RPL ne sont pas amnésiques, qu'elles n'ont pas oublié ce qui s'est passé dans les Balkans, ni le rôle joué par l'ONU et ses casques bleus, et qu'il est hors de question pour eux de jouer le remake. Ouais, c'est clair. Hein, ex-Yougoslavie. Donc ce serait peut-être temps que Sajdik et les autres responsables occidentaux arrêtent de pousser ce plan fumeux de déployer des casques bleus ou une administration de transition de l'ONU dans tout le Donbass. Parce que ça, c'est juste une bonne excuse pour Kiev, pour ne pas appliquer les accords de Minsk, et les pousser à chercher une solution brutale et sanglante au conflit dans le Donbass en rééditant la solution croate avec le silence complice des mêmes organisations internationales qui avaient permis les massacres et purifications ethniques dans l'ex-Yougoslavie. Donc, dans les deux cas, en tout cas, ça discrédite encore un peu plus l'OSCE, dont la réputation dans le Donbass est déjà à un niveau catastrophique. Donc, je suggère à M. Sajdik de fermer sa gueule. Je suis désolé pour ma vulgarité. Parce que si c'est pour tenir des tels propos qui accréditent la thèse que l'OSCE travaille pour Kiev et non pour établir la paix dans le Donbass, ça sert juste à saper un peu plus la réputation de l'organisation, jusqu'au point où elle ne pourra plus servir à quoi que ce soit. Or, comme on l'a vu, elle peut servir à quelque chose quand elle fait son boulot. Si M. Sajdik a vraiment besoin de prouver qu'il sert à quelque chose, qu'il proteste publiquement et vertement quand Poroshenko déclare qu'il n'y aura pas de statut spécial pour le Donbass, quand des politiciens ukrainiens appellent à appliquer la solution croate, à foutre les habitants du Donbass dans des camps de concentration, ou quand les représentants ukrainiens à Minsk sabotent les réunions de discussion ou n'y viennent carrément pas. Voilà, ça sera plus constructif que de balancer à des journalistes occidentaux des plans sur la comète complètement irréalisables qui offrent à Kiev sur un plateau d'argent une énième excuse pour ne pas appliquer les accords de Minsk. Voilà, petite suggestion pour M. Sajdik. Et puis sinon, si tu trouves que ton job est inutile, casse-toi et laisse le poste à quelqu'un d'autre. Vraiment des conneries comme ça. Il y en a marre de le voir ressortir, ce vieux machin, hein, je te jure. Le pire, c'est qu'on risque d'avoir un frère jumeau à Sajdik qui dira exactement les mêmes conneries et voilà quoi. Hein. C'est bien le pire. C'est bien ce qui m'inquiète. En tout cas, si on se tourne vers la situation en RPD, le 28 janvier 2019, le chef de la République, Denis Pouchiline, a annoncé que le processus d'intégration de la République avec la Fédération de Russie était entré dans une phase intensive. Bon, comme il l'a souligné, il est quand même encore trop tôt pour dire que ça sera achevé demain. Hein. Mais l'intensification de ce processus d'intégration se reflète, de ce que moi je vois, dans la signature de cet accord de coopération interparlementaire entre la République de Crimée et la RPD et la RPL plutôt ce mois-ci. On en avait parlé dans un site précédent. Oui.
Si jusqu'ici la signature d'accords d'amitié et de coopération avec l'Ossétie du Sud pouvait passer pour une connexion indirecte avec le pays voisin, puisque l'Ossétie du Sud n'est reconnue que par la Russie, elle n'est pas reconnue par l'ONU, cette fois c'est un des sujets de la Fédération de Russie lui-même qui a signé un accord avec les deux jeunes républiques. L'Ossétie du Sud, elle par contre, elle ne fait pas partie de la Fédération de Russie. Elle est reconnue par la Russie, mais elle ne fait pas partie de la Fédération de Russie. C'est pas le cas de la Crimée. Donc le fait que la Crimée signe maintenant des accords interparlementaires avec les RPD et les RPL, c'est quand même un signal très fort. Parce que là, c'est un sujet de la Fédération de Russie qui a lui-même signé un tel accord. C'est autre chose. On passe un gros cran au-dessus. Si on ajoute à ça, comme je l'avais déjà dit précédemment, que la Russie est en train de simplifier l'octroi de la nationalité russe pour les gens du Donbass et ceux qui fuient l'Ukraine, et que maintenant l'Internet en République populaire de Donetsk et de Lugansk passe désormais par la Russie et non plus par l'Ukraine, bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre vers quoi le Donbass se dirige, c'est-à-dire la sécession définitive avec Kiev et l'intégration avec le grand frère russe. Denis Pouchline a aussi souligné que des entreprises de RPD vont participer à des événements et expositions en Russie et que cette accélération intensive du processus d'intégration était liée à la rhétorique agressive de Kiev. Donc ça, clairement, je pense que c'est lié non seulement au discours de Poroshenko, au fait que les élections vont être massivement frauduleuses. Oui. Bon, je pense qu'on a déjà expliqué pourquoi, et que clairement on ne voit pas se dégager la moindre chance d'un retour à un président plus mesuré ou moins russophobe. Les seuls candidats qui ont leur chance, c'est tous des profils soit équivalents, soit pires que Poroshenko. Psychopathe, quoi. Voilà, donc en fait, ils se rendent bien compte qu'il n'y a pas d'autre option, quoi. Tu vois que là, il y a pas d'espoir, quoi. Tu vois, je veux dire, à un moment, c'est du réalisme. Hein, c'est clair que la déclaration de Poroshenko disant que l'Ukraine n'accordera pas de statut spécial pour le Donbass, qui est pourtant prévu par les accords de Minsk, ça va pas convaincre la RPD et les RPL de retourner sous le giron ukrainien. C'est pas non plus comme ça d'ailleurs qui va convaincre la Russie de ne pas continuer à accélérer ce processus d'intégration du Donbass et de ne pas tourner le dos d'une certaine façon à l'Ukraine. Moi, c'est comme ça que je prends en fait deux déclarations récentes d'Alexei Pouchkov, sénateur russe, que j'ai déjà cité plusieurs fois, qui est un monsieur très intelligent, très posé, qui a quand même proposé ni plus ni moins que de ne pas reconnaître le résultat des élections présidentielles ukrainiennes si celles-ci sont manifestement frauduleuses, rompant ainsi avec ce qui a été fait en 2014, où la Russie avait reconnu l'élection de Poroshenko à cause de ses promesses électorales de mettre fin à la guerre dans le Donbass. Et ça, c'est un truc important, parce que Lavrov s'expliquait récemment sur pourquoi il avait répondu à Tatiana Montian, qui est une opposante ukrainienne, qui avait taclé la Russie en disant « Mais pourquoi vous avez reconnu l'élection de Poroshenko en 2014 ?» Et Lavrov s'expliquait en disant on l'a fait parce qu'en fait il avait promis de régler pacifiquement le truc et de mettre fin à la guerre. Et donc on s'est dit écoute, fallait lui laisser en gros sa chance, quoi. Bon, maintenant quand il voit que là il s'est lancé dans sa campagne électorale et qu'il balance sur un pas de statut spécial pour le Donbass, bon ok. Voilà. Je veux dire, il voit que c'est sans issue, donc ils insistent pas. C'est ça. Voilà. L'autre proposition de Pouchkov, c'est de laisser les Ukrainiens sans gaz pour leur apprendre la dure réalité. Ah oui. Ces deux déclarations de Pouchkov ont choqué. Quand c'est paru dans les médias russes, les gens sont restés comme deux ronds de flanc. Même ici, quand j'étais dans le sud, j'en ai discuté avec des gens là-bas et ils disent non, mais non, ils vont pas faire ça, ils l'ont jamais fait, ils ont toujours tout passé en gros à l'Ukraine. Ça va continuer. Et j'ai dit non, en fait, les gens se rendent pas compte que là, la patience russe est arrivée à bout. Donc là, entre autres, pour les contrats de gaz, dont on avait déjà parlé, comme l'a dit Pouchkov, nous négocions de nouveaux contrats avec eux, mais quel genre de nouveaux contrats avec Naftogaz ? C'est une nouvelle occasion pour eux de parasiter le transit de gaz, de nous traîner devant les cours internationales, de nous poursuivre en justice, d'exiger des compensations insensées. Vous savez qu'ils réclament 12 milliards de dollars en compensation pour la période où Nord Stream 2 commencera à fonctionner et qu'ils vont perdre des profits. On n'a jamais vu une chose pareille. Ils vont perdre 12 milliards en 5 ans et la Russie doit payer d'avance pour cela. C'est vrai que ça, c'est quand même une grande innovation en termes de justice. C'est-à-dire que tu perds un renouvellement de contrat. Si le contrat arrive à terme, tu le perds. Ah oui. Eh ben non, eux, ils vont traîner la Russie devant les tribunaux
pour compenser le fait qu'ils perdent le contrat. Alors qu'ils perdent le contrat parce que justement ils font chier Gazprom tous les 3 mois avec des nouvelles procédures judiciaires. Ils payent pas le gaz en plus, hein. Oui, enfin, c'est du délire, quoi. Donc pour Pushkov, il est temps de laisser l'Ukraine présomptueuse baigner dans son jus pour que Kiev apprenne ce qu'est la réalité. Donc il a dit, je cite, « Il me semble que les autorités de Kiev doivent rester seules avec leurs absurdités, laissez-les cuire là-bas sans transit de gaz, et si nécessaire sans gaz. Ce n'est pas grave. Laissons-les regarder la réalité en face, il y en a assez de les épargner tout le temps, maintenant il faut faire preuve d'une grande fermeté. » Je tiens quand même à souligner qu'Alexei Pushkov, c'est pas un Jirinovski. C'est pas un politicien qu'on peut qualifier d'extrémiste ou qui tient régulièrement des propos provocateurs. C'est un monsieur qui est extrêmement cultivé, très calme, très posé. Quand il te sort des trucs comme ça, je veux dire, tu comprends bien que il n'y a pas que lui en fait qui pense ça. Parce que Alexei Pushkov, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est non seulement sénateur du Conseil de la Fédération de Russie, mais il est aussi président de la Commission pour l'information et la coopération avec les médias de ce même conseil. Il est aussi journaliste, politologue et historien. Il a quand même écrit plus de 400 articles d'analyse et travaux scientifiques, ainsi que 2 livres, dont un sur la géopolitique et la Russie. Ça vous situe un peu le personnage, quand même. Et il faut noter que c'est un parfait francophone. Hein. Ouais, il parle très bien le français. On a partagé sur Donbass Insider une interview qu'il a donnée à Thinkerview en français. Parfait. C'est vraiment... il le parle quasiment sans accent. Il fait quasiment pas de faute. Donc lui, quand il s'exprime, quand il tient ce genre de propos, c'est pas des mots jetés en l'air sans avoir réfléchi à leurs conséquences. Oui, c'est clair. Moi, quand je vois Pushkov faire ce genre de déclaration, l'impression que j'ai, c'est qu'une partie, en tout cas, des politiciens russes, et pas forcément des gros ultranationalistes comme Jirinovski, hein, parce que Pushkov, il est plus proche de Russie unie que de la LDPR. Hein, je veux dire, c'est pas un nationaliste à la Jirinovski. Donc, pour qu'un gars comme ça, qui est plutôt une espèce de centriste, se tienne des propos comme ça, c'est qu'il y a une partie des politiciens russes qui semblent avoir fait le deuil du lien privilégié et historique qui existait entre la Russie et l'Ukraine. Et ils semblent comprendre que les prochaines élections présidentielles ukrainiennes n'apporteront aucun changement positif de la situation. Je pense que le divorce entre les 2 pays semble acté et se reflète dans cette accélération du processus d'intégration du Donbass avec la Fédération de Russie et cette simplification intensive de l'obtention de la citoyenneté russe pour les habitants de la RPD et de la RPL. Donc je pense qu'on va se diriger vers un scénario à minima à la Sud-Ossète, à maxima à la Criméenne. Parce que jusqu'ici, ils avaient exprimé un certain espoir que reviendrait à la tête de l'Ukraine des gens sensés, etc. Mais là, ils se rendent bien compte que en fait, c'est pas possible. Je dirais, ils fraudent massivement. Comme on le voit, hein, donc les millions d'Ukrainiens qui vivent en Russie ne pourront pas voter. Et puis le reste, comme je l'ai dit, comme il n'y a pas de vrai recensement, ils pourraient faire voter les morts. Enfin bon, on s'attend à peu près à tout hein, quand même. Hein, donc si on regarde l'évolution générale de la situation en Ukraine, alors j'ai hésité à le mettre pendant ce temps-là à Kiev, celui-là. Tellement c'est tragicomique. Donc il s'agit d'une déclaration d'un député de la Rada, ce cher Vadim Rabinovitch, qui est député du Parti pour la vie, qui s'en est pris au FMI sur la chaîne de télévision 112 Ukraine en traitant l'organisation de prédatrice et en chouignant, parce que j'appelle pas ça autrement, en disant que l'Ukraine ne pourra jamais les rembourser et ne va pas les rembourser. Dans un sens, il n'a pas tort. Hein. Que ce soit un organisme prédateur. C'est quand moi je dis que l'Ukraine est en état de faillite officieuse, hein, ouais. Et que les gens me disent que c'est pas vrai, que l'économie de l'Ukraine remonte, etc. Voilà, vous avez un député ukrainien qui vous dit exactement ce que je vous dis, à savoir que l'Ukraine ne peut pas rembourser. Voilà, je veux dire, c'est un député ukrainien, c'est un nationaliste. Je veux dire, si vous croyez pas ce mec-là, c'est que vous croyez encore au Père Noël, quoi. C'est ça.
Donc, ce cher Vadim Rabinovitch a déclaré donc, que le Fonds monétaire international tente de s'emparer de l'Ukraine pour la transformer en espèce de zone de matières premières. Selon lui, Kiev n'est pas en mesure de payer sa dette envers ses créanciers. En outre, il a noté qu'il ne comprenait pas pourquoi l'institution financière a prêté de l'argent à l'Ukraine, alors que dans le même temps, elle qualifie les autorités ukrainiennes des plus corrompues dans le monde. C'est vrai qu'on se pose la question. Sans parler du fait que l'Ukraine est en guerre et que normalement, dans le règlement du FMI, c'est interdit de prêter à un pays... En guerre contre sa propre population. En guerre civile, c'est interdit. Donc il a dit, je cite, vous êtes soit partie prenante, donc soit vous êtes complice, soit vous êtes des idiots. Par conséquent, ni l'un ni l'autre de ces cas ne fonctionne. Nous ne pouvons pas rembourser les dettes que vous avez accumulées sur notre dos. Et ensuite, après, il a dit comment en fait l'Ukraine devrait traiter avec le FMI. C'est assez grandiose. Accrochez-vous à vos sièges. Il a dit, je cite, « Nous devons dire, vous avez donné 90 milliards de dollars à la Pologne et nous des miettes. En même temps, vous nous appelez l'avant-poste dans la lutte pour la démocratie. Alors, vous effacez ces dettes envers l'avant-poste. Si vous ne le faites pas, nous serons forcés d'arrêter le paiement de tout. » Ça s'appelle du chantage. C'est comme d'habitude. Voilà. Enfin bon, en même temps, il n'a pas tort, effectivement. Je veux dire, les méthodes du FMI, partout dans le monde, ça n'aboutit qu'à un truc, l'effondrement encore plus accéléré du pays qui se soumet à cette médecine. Je veux dire, tous les pays, que ce soit la Grèce, je veux dire, à l'époque où la Russie était soumise au FMI, c'était une catastrophe. Pourquoi ? Parce que systématiquement, ils font grimper les tarifs des logements, des charges communales de type eau, électricité, gaz, eau chaude, etc. Ils font baisser les salaires, provoquent des mesures d'austérité qui découpent les services publics comme on découpe des tranches de jambon. Et forcément, le pays ne va pas mieux derrière. C'est encore pire. Tous les pays où j'ai vu le FMI intervenir ont tous plongé. Donc clairement, je veux dire, le FMI n'est pas du tout là pour aider les pays, il est là pour les enfoncer. Donc là-dessus, Rabinovitch a parfaitement raison, il a parfaitement compris le truc. Et c'est vrai, quand tu compares les 90 milliards de dollars donnés à la Pologne et ce qu'ils donnent à l'Ukraine, effectivement, ce qu'ils donnent à l'Ukraine, c'est des miettes. En tout cas, alors, il continue dans les fantasmes. Alors, je recommande à nos auditeurs, si vous n'avez pas fait pipi, allez-y d'abord. Je veux pas avoir sur la conscience le fait de ruiner votre siège, votre divan ou votre fauteuil de bureau. Parce qu'elle est tellement épique, celle-là. C'est collector. Non, sérieux. Si quelqu'un a l'adresse du dealer de la madame en question, je voudrais bien l'adresse. Alors, parce que je voudrais dire, je change un petit peu la formule de son truc, parce que là, ça devient grave quand même. Ah, c'est le suspense, mais en fait, c'est le pendant ce temps-là à Kiev, du strep. Ouais. Il est épique, le pendant ce temps-là à Kiev. Non, je vous dis, allez, mettez la vidéo sur pause, allez faire ce que vous devez faire, et revenez après. Parce que là, on en a quand même une bonne, quand même. Donc, c'est une rédactrice en chef du journal Dien, donc qui veut dire jour, qui s'appelle Larissa Ishina, qui est épouse de l'ancien chef du SBU, Evgeny Marchuk, qui a déclaré, dans les pages de son journal, que le futur président de la Russie, donc après Poutine, devra rendre la Crimée et le Donbass à l'Ukraine, puis s'agenouiller et se repentir devant les Ukrainiens à Simferopol, Donetsk et Kiev. Un acte de contrition. Oh là là. Comment dire ? Non, vous avez le droit d'avoir des fantasmes, vous n'êtes pas obligé de les partager avec nous. Vous êtes gentils. Les fantasmes n'ont pas tous besoin d'être réalisés et vous n'êtes pas forcément obligé de divulguer votre folie collective. Je vais vous citer ce qu'elle a sorti. Je vous jure, c'est épique. Moi, franchement, j'ai dû me pincer. Quand j'ai lu le truc, j'ai dit, c'est pas possible, c'est un fake. Elle a sorti, je cite, « Le mythe impérial menace l'Ukraine tous les jours. » Selon le mythe impérial, l'Ukraine devrait être détruite comme preuve des crimes précédents de la Russie. Oui. Ah bah oui.
mon avis, c'est même plutôt de l'intraveineuse, mais bon. Elle a bouffé toute une boîte de chocolat à Poroshenko, là. Je pense qu'elle les a fait infuser et après elle se l'a injecté en intraveineuse. C'est pas possible. Ouais. Chocolat compris. Attends, on continue dans le délire. Dans l'ensemble, le dialogue est possible après la repentance. Si le prochain président de la Russie se met à genoux à Kiev, Donetsk, Simferopol pour sa première visite, mais la situation intérieure russe elle-même doit en arriver là, afin que la repentance cesse d'être une faiblesse, pour rendre impossible l'exaltation de Staline, l'oubli du goulag. C'est parce que le goulag et Staline, il y a de foutre là-dedans. Mais c'est les effets de la drogue, hein, je veux dire. Ouais. Faut aller voir des petits éléphants roses, je sais pas. Bientôt, oui. Non, mais attends, la repentance, non, mais la Russie a à se repentir de quoi? D'avoir empêché une deuxième guerre civile en Crimée? Non, mais c'est bon, ça ose tout, hein, qu'est-ce que tu veux, hein. Non, mais là, quelqu'un aurait l'adresse d'un bon asile psychiatrique à Kiev, si vous pouviez l'appeler, et puis donner l'adresse de Madame Larissa Ishina, parce que elle est sortie trop tôt, là. Hein. Il faut une ambulance. Faut la remettre en thérapie intensive, là. Ah oui, il faut une ambulance. Faut la remettre en thérapie intensive, là, les petites boules roses, tout ça. Ah bah oui. La petite capsule. Puis elle n'est pas la seule, hein, parce que Viktor Yushchenko, l'ex-président de l'Ukraine, celui qui avait été élu après la fameuse révolution orange, le Maïdan 1.0, a aussi déclaré la nécessité pour la Russie de se repentir, promettant de pardonner ensuite à la Fédération de Russie et de passer au dialogue. De la part d'un pays qui ne peut même pas payer ses créanciers, et qui vient jouer les gros bras face au plus gros pays du monde, dont l'économie est bien repartie. Elle, par contre, après les sanctions. Est-ce que j'ai le droit de me marrer, là? Non, parce que je me retiens, là, mais... Non, mais là, faut qu'ils arrêtent. Je veux l'adresse du dealer, là, parce que faut que j'y dise, je sais pas ce qu'il fout dans sa merde, mais... faut arrêter, là. Là, faut arrêter. Je veux dire, les mecs qui s'imaginent que le président russe va venir se foutre à genoux... C'est la 4e dimension, hein. Et encore, je crois que la 4e dimension est même très réaliste, tu vois, comparé à ça. Oui. Parce que ça, c'est du délire, mais complet. Je veux dire, Poutine, là, le cas de la Crimée est réglé définitivement. Elle est retournée au sein de la mère patrie dont elle n'aurait jamais dû repartir à cause d'un délire de Khrouchtchev un soir de beuverie. Ouais, absolument. Non. De toute façon, tout président russe qui ferait ça... Oui, les sondages risqueraient de le... c'est pas les sondages, il va se faire éjecter très vite. Là, je peux t'assurer que là, pour le coup, les médias occidentaux verraient la différence avec les manifestations de Boltnaïa. Hein. Là, je peux vous assurer que ça sera d'une toute autre ampleur. Non. Ça, c'est un truc que les Russes laisseront jamais passer. S'il y a un truc que Poutine leur a rendu, c'est la fierté d'être russe. S'il y a un truc que les Russes ne font pas, c'est d'aller se foutre à genoux devant les Ukrainiens pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Ils ont respecté le choix des Criméens qui sont exprimés à travers en tout 3 référendums en 2 décennies. Oui, parce qu'ils avaient déjà exprimé leur volonté d'indépendance, et c'est l'Ukraine qui a forcé. En 1991, et l'Ukraine n'a pas respecté ce vote, qui pourtant, lui, était un référendum reconnu par la communauté internationale. Donc, là, c'est du délire. Là, franchement, j'ai lu le truc, c'est pas possible. Non, c'est pas un fake. Vous avez des gens comme ça qui racontent des conneries comme ça en Ukraine. Remarquez, en France, on a aussi Castaner qui nous dit que il n'y a pas de gilets jaunes blessés par les forces de l'ordre, qu'il ne les a pas vus. Mais aussi, je propose comme M. Sajdik, une petite promotion spéciale sur les lunettes à Donetsk pour qu'ils voient déjà les gilets jaunes mutilés par les forces de l'ordre. Et puis qu'ils apprennent à les compter aussi, parce que j'ai bien rigolé aujourd'hui. J'ai vu les chiffres de l'acte 12. Non mais ils exagèrent tellement. Entre les chiffres du ministère de l'Intérieur, on était à combien? 17 400 et 290 000 chiffres des syndicats de police, quoi. Mais ça, bientôt, ils vont donner des chiffres négatifs, hein, vu comme ils sont partis, là. Alors, expliquez-moi pourquoi vous déployez 80 000 policiers pour 17 400 manifestants. Oui, non.
Donc il y aurait plus de policiers que de manifestants. C'est pas un peu l'impression que... C'est juste un poil ridicule. Non, là je vous dis, à ce stade-là de délire, je veux dire, même la Pravda soviétique a l'air crédible. Oui. Même le propaganda Bleitung de Goebbels a l'air crédible. Là, je vous dirais que j'ai des extraterrestres dans le jardin de ma maison, ça serait plus crédible que les conneries que vous sortez. En fait, Waouh. Et c'est un pays comme ça qui est garant des accords de Minsk. Voilà. Magnifique. Donc voilà. Donc je te dis à la semaine prochaine pour le prochain Citrep. J'essaierai de remettre 2-3 infos sur l'économie d'RPD, parce qu'il y a des RPL, c'est des chiffres là, qui sont tombés, mais la Citrep est déjà tellement long que je n'ai pas voulu en rajouter trop. Et puis, je te souhaite une bonne soirée. Je te remercie, Christelle. Je te souhaite une bonne soirée également, et puis à la semaine prochaine, à samedi prochain, pour le 127e Citrep. Ouais. Allez, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.